Donc, je vais dire, pour nous, c'est comment dire, extrêmement important d'être avec vous tous aujourd'hui. Par rapport, j'allais dire, je vais parler que quelques minutes pour vous situer qu'est-ce que le GIHP Normandie et le GIHP national, mais en quelques minutes. Et après, je passerai donc la parole à notre médiateur culturel, Frédéric Doré. Le GIP Normandie, ça a été tout d'abord la création d'un service transport pour les personnes handicapées, tout handicap confondu, qui compte maintenant 4000 usagers de ce service et qui couvre les 71 communes de la métropole Rouen-Normandie. Ça, ce fut une lutte exigeante, mais qui nous permet bien sûr d'aller et venir, qui est une liberté individuelle essentielle. Ça, c'est vraiment très, très important. Après, il y a eu de multiples actions. Par exemple, nous avons commencé la bibliothèque sonore régionale très, très vite, puisque les retours de personnes empêchées de lire nous revenaient et que rapidement, nous avons constitué un vivier de donneurs de voix avant même qu'il y ait le numérique et toutes les facilités que cela donne. Nous avons créé des cours d'autonomie pour personnes aveugles qui se tenaient presque sur les 5 départements normands. Toujours ça à bout de bras, et vous savez que 3 francs 6 sous, c'est toujours amusant de le redire. Et je voudrais faire allusion à la notion de joie, parce que pour moi, cette joie, elle est vraiment… sans joie, on ne peut pas vivre, donc ça fait écho à ce que je viens d'entendre de vous tous. Et joie et espérance. Et sans joie, j'allais dire, il n'y a pas ni culture, ni moteur, ni interaction entre les personnes, qu'elles soient âgées, qu'elles aient des déficiences ou les autres, et que souvent, j'allais dire, c'est souvent peu rappelé. Donc même dans cette période qui est bien, bien difficile, n'oublions pas cette notion de joie qui me tient particulièrement à cœur. Rapidement, d'ailleurs, avant même d'être constitué en pôle de ressources loisirs, culture, handicap, nous avions créé des passerelles avec des compagnies de théâtre pour avoir des ateliers théâtre et des spectacles en fin d'année avec des personnes valides et handicapées. On a créé, j'allais dire, tellement de choses et des liens, bien sûr, des rapports étroits avec les institutions très, très vite pour que ces services transports qui nous tenaient tellement à cœur puissent s'aimer à travers la Normandie. Ça n'a pas été un petit boulot. Avant même aussi d'être constitué en pôle de ressources, nous nous sommes impliqués dans les maquettes tactiles sensorielles qui sont des outils pédagogiques pour bien des publics, entre autres même qui sont des supports à la visite et que l'on trouve bien trop rarement sur le territoire français. Et je me souviens, André, et ça va donner beaucoup un peu d'humour à notre propos, lorsque nous avons fait ce colloque en 2017 au Sénat, droit culturel, politique publique, tu avais glissé qu'il serait bien intéressant qu'il y ait une maquette tactile de ce palais du Luxembourg. Bravo, je suis fier de vous tous avant même d'avoir entendu tout le reste des interventions. Tout m'a beaucoup touché, je crois que c'est important de le dire. Pour dire 2 mots simplement sur le GIP national, il y a que sur les 13 délégations régionales existantes, il n'y en a que 2 qui ont des pôles de ressources culture handicap et qui font des activités toutes différentes. Mais j'allais dire grâce à la loi NOTRe de 2015, je pense que cela va continuer à essaimer et il faut bien sûr se communiquer tout ce que nous faisons. Maintenant, chers amis, je passe la parole à Frédéric Doré, médiateur culturel du GIP Normandie. Oui, bonjour à tous. Oui, alors je suis Frédéric Doré, médiateur du GIP de Haute-Normandie, et on s'occupe notamment du pôle de ressources. Alors, nous, on va apporter peut-être un témoignage aussi de l'état dans lequel les personnes âgées ont subi plutôt le confinement aussi. Alors, effectivement, comme le rappelle André Fertier,
il était temps que l'on parle effectivement de l'impact du confinement sur les personnes les plus atteintes, fragiles de handicap liés à leur grand âge. Parce que finalement, ce que nous souhaitons tous, c'est permettre à nos seniors de garder leur autonomie physique, mais aussi intellectuelle, je pense, le plus loin possible. Donc, dans ces conditions, il est normal que nous nous préoccupions du sort de toutes ces personnes qui, après une vie de labeur, entrent dans ces maisons de retraite, résidences, foyers ou EHPAD. Donc, il est essentiel, je crois, pour leur bien-être, de veiller à ce que leurs droits culturels ne soient pas bafoués ou spoliés. Bon. Pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore, évidemment, la bibliothèque sonore ou le pôle de ressources loisirs et handicap, qu'est-ce que c'est en fait? Le pôle, ou plutôt la bibliothèque rayonne sur 5 départements normands, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne et la Manche, mais pas seulement. Alors, j'en dis que 2 lignes, bien évidemment, je ne vais pas aussi m'étaler énormément. Mais pas seulement, parce que grâce à Internet, il y a des téléchargements d'ouvrages qui sont possibles sur toute la France et bien au-delà, si l'on considère aussi l'espace de la francophonie. Alors, bien sûr, la bibliothèque existe depuis 40 ans. Elle mériterait d'être plus connue du grand public pour pouvoir aider avec encore plus d'efficacité ceux qui en ont besoin, notamment toutes les personnes empêchées de lire. C'est ce à quoi nous nous attachons, évidemment. La bibliothèque, on peut dire, une bibliothèque, c'est quelque chose d'important aussi. Ça contribue aussi à, on peut dire, l'essor d'une nation parce que finalement, cette bibliothèque, elle développe un ensemble complexe de liens culturels qui fondent le sentiment d'une appartenance commune. Alors, lorsque c'est possible, ici, au pôle de ressources, culture, loisirs et handicap de Normandie, nous privilégions bien entendu les interactions entre les personnes âgées porteuses d'un handicap lié à l'âge et les personnes valides. Bon, j'en veux pour exemple les rencontres littéraires que nous organisons en principe une fois toutes les 6 semaines, dans le but de débattre sur une œuvre littéraire. Certaines personnes qui ne peuvent plus lire, écoutent forcément les livres audio que nous fabriquons avec les donneurs de voix bénévoles. Nous fabriquons 300 livres par an, ce qui est déjà pas mal, compte tenu déjà que les donneurs de voix sont bénévoles. Hein. Alors, discuter de culture pour certains dans ces réunions que nous pratiquons, rencontres littéraires, pour certains, c'est une continuité, mais pour d'autres, c'est aussi une grande première. Il en va de même pour les films que nous diffusons une fois par an en audiodescription. Ils sont toujours suivis d'un débat. Ces rencontres littéraires et cinématographiques ont été créées par notre médiateur, c'est-à-dire par moi en 2013, mais voyez-vous, en 2018, on est aussi en capacité de fournir des documentaires ou des films en audiodescription qui sont réalisés sur demande de particuliers ou d'autres organismes. Alors, suite au Covid, puisqu'on en revient au Covid, nous avons dû malheureusement nous reporter nos rencontres littéraires et cinématographiques. Alors, c'est considéré par certains adhérents qui sont en difficulté comme un crève-cœur, parce que certains qui étaient déjà en difficulté se retrouvent encore plus isolés suite au Covid. C'est comme ça que nous l'avons vécu et que nous le vivons encore. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer du fait de leur handicap, on envoie aussi des CD, et ça je crois qu'il faut le savoir aussi, on envoie des CD dans des maisons de retraite et aussi chez les particuliers. Voilà. Alors, on s'occupe des 2 publics, ceux qui sont en maison de retraite et les particuliers. Et on fait aussi partie forcément du réseau national. On a aussi une grande banque de données que l'on anime, voilà, avec l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, et aussi le réseau Platon, parce qu'on y inclut aussi les bibliothèques, forcément la Bibliothèque nationale de France. Voilà, on est sur la plateforme aussi. On constitue cette fameuse banque de données, elle est primordiale à l'accès à la culture. Alors, bon, on touche pas mal de personnes, évidemment, mais en fait, ce qui nous a rassurés, en fait, et puis pour être sûr de la pertinence de la démarche qu'on avait entamée, en fait, ici au pôle de ressources,
culture, loisirs et handicap, on s'est basé aussi forcément sur les retours des adhérents, des familles, et puis aussi, on s'est appuyé aussi sur le schéma de l'autonomie du département et de la Seine-Maritime. Alors, le schéma de l'autonomie, c'est quoi? C'est un schéma départemental, en fait, je vais le dire en une ligne, qui dresse le bilan de la situation en Seine-Maritime et qui définit des stratégies pour améliorer le quotidien des usagers, mais tout en privilégiant le handicap, bien entendu. Donc, il y a eu, on a une petite nouvelle à vous donner, une dernière nouvelle qui est celle que nous avons été labellisés droit culturel en Normandie. Alors, c'est tout récent, par la région. Voilà, avec eux, nous sommes sur un, on va dire, sur un événement qui s'appelle Flaubert 21, qui célèbre le bicentenaire de la naissance de Flaubert, qui est une opportunité formidable, je dirais, pour mettre en pratique les droits culturels, tant pour la région, le département, la ville et tous les acteurs culturels existants sur le territoire. Bon, c'est pourquoi, alors, le GIP Normandie est toujours un ardent défenseur des droits culturels. Chacun se rappellera les 2 colloques que nous avions faits, c'est-à-dire le premier en octobre 2015, qui était à la région, assise régionale droits culturels, et le deuxième que nous avions fait le 24 février 2017 au Sénat, au Palais du Luxembourg. Bon. Le GIP, alors, ces 2 colloques, je tiens à le préciser, étaient organisés par Sémaphore et le GIP Normandie. Nous n'oublions personne. Voilà. Alors, le GIP a tenu à s'engager forcément dans l'accomplissement de cet événement de portée nationale, c'est-à-dire le bicentenaire Flaubert 21. Il s'est investi dans plusieurs projets. Ce sont des projets qui ont pour but de faciliter l'accès à l'offre culturelle aux personnes en situation de handicap. Alors, je sais que la mise en application de ces droits culturels nécessitera quelques aménagements, notamment pour les personnes porteuses d'un handicap. Bon, ça je le savais. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette labellisation notamment au point de vue de la région Normandie, sur la thématique intéressante des droits culturels, sur laquelle nous nous sommes penchés et dans laquelle nous sommes actifs, en créant le poste déjà de chargé de projet droits culturels et développement culturel des territoires de la région Normandie, on peut dire que la région Normandie a déjà inscrit les droits culturels au cœur de sa nouvelle organisation. Alors, c'est aussi, alors ces droits culturels, c'est quand même un encouragement à chaque élu, à chaque chargé de la culture, à chaque maire, à lancer des actions dans cette direction. Et les habitants peuvent pour cela les solliciter. Moi, je crois que, enfin, c'est la première fois, et je crois que c'est important qu'on en parle, c'est la première fois que la promotion de la diversité culturelle est reconnue comme une responsabilité des collectivités. La région, donc Normandie, se place donc à l'avant-garde de la reconnaissance des droits culturels des habitants. Bien sûr, on parle de la loi NOTRe, qui a été votée en 2015, mais qu'est-ce qu'apporte cette loi NOTRe au sein de la région? Et ça, c'est important parce que nous, on s'y investit, la région aussi, divers acteurs. En fait, la région a signé une charte en fait, de déclaration des acteurs, avec les acteurs et actrices culturelles de Normandie. Elle a pour vocation de lever les freins qui empêchent d'accéder à l'offre culturelle. Il s'agit notamment d'agir en faveur de l'accessibilité et de la diversité, et de la parité aussi, et de permettre, alors je vais le faire en plus court, de permettre à tous, voilà, sans distinction de sexe, d'origine géographique, etc., mais de handicap aussi, bien évidemment, de langue, d'orientation sexuelle, etc., d'accéder à l'offre et à la pratique culturelle dans une juste et nécessaire égalité. Ça, je crois que c'est important. Je pense même aussi que les droits culturels, enfin, au GIP, nous pensons ça, et la région aussi en est convaincue,
les droits culturels sont aussi sont essentiels et ils vont jouer un rôle essentiel dans l'émancipation culturelle de la population. Voilà. Alors, je sais que notre sujet aussi d'aujourd'hui, c'est celui forcément des EHPAD et des personnes qui ont un grand âge. C'est pour ça que, en fait, j'étais en train de me poser une question parce que hier soir, j'ai vu André Comte-Sponville et vous allez me dire oui, ce qui veut en venir. Bon, mais je l'ai vu qui nous a dit hier soir, qui nous a rappelé tout simplement les préceptes de Montaigne. Et la petite maxime, un esprit sain dans un corps sain m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit, mais effectivement, si on s'occupe, comme le disait André Fertier tout à l'heure, que des soins de nursing, qu'advient-il du corps et de l'esprit? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut ici rappeler que la culture, à ce moment-là, est un élément essentiel du vivre ensemble et de l'épanouissement personnel à tout âge. Cependant, moi, je vois deux freins, malgré tout, à l'application quand même. Il y a des progrès qui vont se faire. Il y a des progrès, mais le processus va être lent. Alors, cependant, moi, je dis qu'à l'heure où nos sociétés pratiquent un jeunisme outrancier, où se situent les EHPAD, qui, de ce fait, malgré leurs efforts d'ouverture vers l'extérieur, sont encore souvent tenus à l'écart d'une société qui, en fait, a peur de la vieillesse, de ce qu'elle représente. Je crois là déjà qu'il y a un paradigme à changer. Parce que si au lieu de privilégier nos jeunes qui ont tout à apprendre, nous privilégions davantage nos vieux et leur expérience. Bon, le deuxième point de vue aussi qui m'apparaît comme un frein supplémentaire, c'est qu'il reste nécessaire de développer, et là je pense que tout le monde sera d'accord, de développer le décloisonnement entre les instances culturelles et celles du médico-social. Encore trop peu de directeurs ou de directrices d'EHPAD tiennent ce langage dont ils devraient pourtant s'inspirer. Voilà. La coopération, alors je vais en terminer là, je vais tout simplement dire qu'il est anormal qu'il n'y ait pas un référent culture dans chaque établissement, résidence ou foyer ou maison de retraite, parce que là, on voit déjà que c'est un poste d'avenir et ce référent ferait le lien entre les deux secteurs, c'est-à-dire entre le secteur gérontologique et le secteur aussi, je vais vous dire, le secteur médical et le secteur culturel. Voilà, ces deux secteurs. Et je pense que le référent qui ferait ce lien, ce serait un poste à créer. Voilà. Bon, je sais que quelque chose s'est brisé dans nos. J'en arrive à la fin pour conclure. Je vais vous dire que quelque chose s'est brisé, bien évidemment, dans on va dire dans nos relations socio-culturelles. Des choses ont été distendues dans nos liens et même brisées, mais je crois que les liens culturels nous apporteront une aide, voilà, à l'avenir pour pouvoir recoller les morceaux, on va dire. Voilà. Je pense que j'ai dit pas mal de choses, mais voilà, on va en rester là ici pour le GIP Normandie, pour le pôle de ressources, loisirs, culture et handicap.